Alors comment le véhicule thermique a-t-il creusé sa tombe? Vous aurez bien remarqué que les véhicules électriques sont là pour durer et l'Europe a donné comme échéance l'année de 2035 pour que les constructeurs ne commercialisent plus de véhicules à moteur thermique. Alors comment les moteurs thermiques a creusé sa tombe? Donc bien sûr la réponse par rapport à cette question va tourner essentiellement autour de l'Europe et naturellement des réglementations européennes en matière de pollution et d'émissions du domaine automobile. L'automobile, c'est une industrie très importante qui a beaucoup d'impact, tant un impact environnemental bien sûr avec les émissions de CO2 et de polluants à l'échappement, qu'un impact sociétal étant donné que toute la vie moderne des sociétés on va dire occidentales a été construite autour de l'automobile. Alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui que ce que ça a pu l'être dans les années 60 ou 70, mais ça reste quand même très vrai, surtout en dehors des grandes métropoles. Par exemple en France, dès que vous sortez de Paris ou Lyon, vous pouvez guère vous passer d'automobile. Avant de vous exposer les 3 ruptures technologiques qui à mon avis ont causé la fin du thermique, je voudrais vous parler d'une chose. C'est le cycle d'homologation des voitures, en ce qui concerne leur consommation et leurs émissions de CO2. Des années 70 jusqu'en 2018, le cycle d'homologation en Europe s'appelait NEDC, pour New European Driving Cycle, un cycle qui n'avait finalement pas grand-chose de nouveau étant donné qu'il a duré quasiment 50 ans. C'est assez dingue de penser à ça, puisqu'on homologuait de la même manière des voitures en 2018 que les Renault 5, Fiat 500 ou 2 chevaux dans les années 70. Je pense que vous commencez à percevoir une grosse partie du problème, étant donné que ce cycle d'homologation était ce qui faisait référence du point de vue européen pour déterminer des seuils d'émissions de CO2 à ne pas dépasser pour les constructeurs. Et après, dans les différents États, c'est aussi ce cycle qui faisait référence lorsqu'il s'agissait d'établir une fiscalité liée aux émissions de CO2 des voitures. Quand en France, le bonus-malus écologique basé sur le CO2 est arrivé en 2008, c'était par rapport aux émissions de CO2 par kilomètre homologuées selon ce cycle finalement assez vétuste même en 2008. Pourquoi ce cycle est vite devenu obsolète? Il faut comprendre comment il fonctionne. Ce cycle a 2 phases de conduite. On va placer la voiture sur des rouleaux à l'intérieur d'un bâtiment à une température contrôlée et on va simuler certaines phases de conduite. Une phase urbaine et une phase routière. Dans la phase urbaine, on a 4 boucles identiques composées de 3 accélérations. La plus violente, c'est un 0 à 50 km/h en 26 secondes. Même quand je suis mal réveillé, j'arrive à aller plus vite sur cette accélération avec mon vélo, même quand je désactive l'assistance électrique. On a déjà un gros point faible de ce cycle d'homologation. C'est un cycle qui ne met pas du tout à l'épreuve les voitures qu'elle est censée évaluer dans la circulation urbaine. Et quant à la partie routière, qui est la deuxième partie du cycle, on a là aussi une très faible sollicitation des voitures, étant donné que la majorité du temps, la voiture va être autour de 70 km/h. Et la vitesse maximum atteinte lors de cette phase de cycle routière est de 120 km/h pendant seulement 10 secondes. On a quelque chose d'assez peu représentatif de la vie réelle d'une voiture sur la route. Sachez qu'entre les phases d'accélération du cycle urbain, on a des temps morts, des temps de pause, et c'est grâce à ces temps morts que le stop and start a pu se justifier sur les voitures. Vu que la voiture n'accélérait pas, n'avançait pas sur ces temps-là, il était intéressant d'avoir une coupure moteur pour économiser 1 gramme de CO2 grand maximum sur le cycle d'homologation. Et c'est 1 gramme qui peut faire naturellement toute la différence d'un point de vue fiscal. Selon moi, il y a 3 innovations majeures qui ont fait que ce cycle est rapidement devenu obsolète en ce qui concerne l'évaluation des automobiles. La première innovation, c'est ce qu'on appelle les ECU, Engine Control Unit, qui sont tout simplement des ordinateurs avec un microprocesseur qui servent à contrôler la gestion du moteur. Cet ordinateur va prendre plein de paramètres en entrée, par exemple la température extérieure, on revient au cycle que je vous ai cité précédemment, mais ça peut être aussi la richesse d'un mélange, ça peut être une teneur en certains gaz dans l'échappement, ou que sais-je, pour faire varier l'injection de carburant. Donc le tournant vraiment dans le contrôle de l'injection a vraiment été à partir des années 80 et plus vraiment dans les années 90-2000 au fur et à mesure que la puissance des processeurs augmentait. La deuxième rupture technologique qui a rendu le cycle d'homologation obsolète,
c'est les turbodiesels, et plus particulièrement les turbodiesels à haute pression, à injection haute pression qu'on a connus à la fin des années 90. Le diesel, c'est un type de motorisation qu'on connaît très bien, qui existait déjà dans les années 70, mais c'était pas très performant et on prenait vraiment ça pour avoir quelque chose de solide et d'économique à l'usage. À partir du moment où le turbo est arrivé sur le diesel, on a commencé à avoir des voitures qui étaient beaucoup plus performantes à l'usage, tout en conservant aussi une consommation maîtrisée par rapport aux voitures essence et un coût d'usage plus faible du fait de l'avantage fiscal qu'il y avait sur le litre de gasoil. Et l'apogée des technologies turbo-diesel a bien sûr été tout début des années 2000, voire un tout petit peu avant, avec l'injection directe haute pression. C'est barbare dit comme ça, mais dès que je vous cite les trigrammes, vous allez tout de suite comprendre. Ces trigrammes, c'est TDI, HDI, DCI, CDI, tous ces trucs en DI qu'il y a eu chez les différents constructeurs pour nommer ces nouvelles technologies de moteur diesel. Suivant cette rupture technologique du turbo-diesel à injection haute pression, il y a eu une troisième rupture technologique dans le monde de l'automobile qui a définitivement rendu le cycle NEDC obsolète, et c'est le downsizing qui s'applique plutôt au moteur essence ce coup-ci et qui suit un peu les technologies et l'évolution qu'il y a eu sur les turbodiesels à injection haute pression. Le downsizing, ça consiste en quoi? Ça consiste à réduire la taille du moteur essence et d'ajouter un turbo. Un exemple assez parlant, c'est ce que Ford a fait il y a plus de 10 ans maintenant sur la Focus avec le moteur 1 litre EcoBoost. Avant ce 1 litre EcoBoost, une Focus ou une voiture de taille équivalente, ça roulait avec les moteurs essence, on va dire 1 litre 6 atmosphérique, une cylindrée 60% plus grande et pas de turbo. L'avantage d'avoir un cylindre en moins et une cylindrée beaucoup plus petite, c'est qu'on se retrouve avec un moteur qui est beaucoup plus petit et qui a beaucoup moins de frottement, étant donné qu'on a les frottements d'un cylindre en moins. Donc ça fait économiser du poids et ça fait économiser de la friction, et donc c'est censé être plus efficient. Donc forcément, à 1 litre de cylindrée, on va pas avoir la même performance qu'un moteur 1 litre 6. Pour pallier ça, on ajoute un turbo, comme sur les moteurs turbo-diesel cités un peu plus tôt. Donc l'effet entre guillemets pervers de ces technologies conjuguées à un cycle d'homologation complètement obsolète et pas du tout représentatif de la réalité, c'est que vous obtenez des moteurs extrêmement performants avec un pilotage de ces paramètres fait par ordinateur, là aussi très très précis. Ça devient assez facile d'avoir des consommations extrêmement basses sur le cycle d'homologation. D'une part parce que grâce au capteur de température de l'ECU, vous pouvez calibrer l'injection de carburant en fonction de la température extérieure. Vu que l'accélération demandée est très faible sur le cycle d'homologation, vous pouvez dire à votre ordinateur de contrôle du moteur que lorsque l'accélération est très faible, tu injectes très peu de carburant. On a déjà un premier biais dans l'homologation. Et le deuxième biais, c'est vraiment pour moi l'effet turbo. Le turbo, qui est une suralimentation qui va apporter plus de performance, ne va pas se déclencher à 0 tours par minute sur le moteur. Il va y avoir un délai durant lequel le moteur va fonctionner en mode atmosphérique. Alors en fonction des moteurs turbo, ça peut être autour de 1200 tours minute, voire même 2000 tours minute. Et sur toute cette plage d'utilisation, le moteur va fonctionner en mode atmosphérique avec très peu de charge et donc va consommer très peu. Et naturellement, lorsqu'on est sur le cycle d'homologation avec un 0 à 50 en 26 secondes, il y a assez peu de chances que le turbo se déclenche. Donc là aussi, on a encore un biais qui fait que l'homologation n'est plus du tout représentative de ce qu'est l'usage réel de ces véhicules. Pouvoir homologuer des véhicules à très faible émission de CO2, ça a permis quoi? Ça a permis aux constructeurs de proposer des véhicules plus gros et fatalement plus lourds. Je vous en ai déjà parlé lorsque j'ai parlé de la plateforme EMP2 de PSA qui est arrivée bien plus tard. Dans les milieu des années 2000, vous avez des véhicules comme la 207 ou la Clio 3 qui sont arrivés, qui n'étaient pas des mauvaises voitures, mais qui étaient des voitures finalement très lourdes par rapport aux véhicules qui étaient remplacés. Parce que bien sûr, quand la 206 est sortie en fin des années 90, on n'avait pas encore les moteurs HDI et encore moins les moteurs essence downsized. Donc il fallait, pour maîtriser la consommation de la 206, que la voiture soit finalement assez petite et légère. Une fois que le remplacement de la 206 est arrivé, toutes ces technologies, surtout le turbo-diesel, étaient assez matures. Et donc Peugeot s'est permis de faire une voiture beaucoup plus grosse que ce qu'était la 206,
en ayant finalement un impact assez mineur en ce qui concerne les consommations homologuées de la 207. Une voiture plus grosse, ça fait vendre. Lorsque le client allait dans la concession Peugeot et qu'il voyait la 207 et que finalement elle n'était pas beaucoup plus petite que la 307 mais quand même sensiblement moins chère, le client il allait acheter une 207 tout content avec son moteur 1.6 litre HDI. C'est aussi bien sûr ce qui a favorisé la mode des monospaces et ensuite des SUV. Pas des véhicules très aérodynamiques, mais finalement grâce à ces technologies moteurs qui étaient beaucoup plus efficaces au niveau du rendement, on était capable d'avoir une voiture qui consommait raisonnablement et surtout très peu sur le cycle d'homologation par rapport à la pénalité aérodynamique que causait la hauteur des monospaces. Heureusement, depuis 2018, on n'a plus ce cycle-là et les homologations selon le nouveau cycle WLTP sont beaucoup plus proches de la vraie vie en ce qui concerne les véhicules thermiques. Moi, ce que je regrette dans tout ça, c'est que pendant 15-20 ans, les constructeurs se sont finalement concentrés sur les consommations sur le cycle d'homologation sans trop spécialement se préoccuper de la consommation réelle et de l'efficience réelle de leurs véhicules. On a eu une inflation au niveau du poids et de la taille des véhicules qui n'avait pas spécialement de justification, si ce n'est de vouloir vendre des véhicules plus gros, et qui a du coup pénalisé les efforts qui auraient pu être faits d'un point de vue efficience. Et pour vous dire à quel point les constructeurs étaient paresseux, lorsque la fiscalité sur le CO2 s'est accrue en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, je pense notamment au bonus-malus, et bien certains constructeurs, plutôt que de changer le moteur de leur voiture ou de proposer quelque chose de plus efficient intrinsèquement, se sont juste contentés d'allonger les rapports de boîte de vitesse qui étaient installés. Ça causait des performances moindres, un agrément de conduite nettement entravé parce que la voiture mettait plus de temps à accélérer, sans spécialement de bénéfices d'un point de vue consommation dans la vraie vie. La Citroën C1 et ses clones Peugeot 107, puis 108 et Toyota Aygo. Quand ces voitures sont sorties en 2004-2005, le petit 3 cylindres atmosphérique Toyota, qui faisait autour de 60 chevaux, 68 chevaux, était finalement pas très performant, mais les rapports de boîte étaient étagés de telle façon que la voiture était agréable à conduire et était largement utilisable au quotidien. On n'avait aucune peine à accélérer ou à aborder une côte un peu pentue. Quand le bonus-malus est arrivé, les années modèles à partir de 2008 ont eu des rapports de boîte de vitesse élargis. La voiture avait plus de peine à accélérer. En contrepartie, l'homologation annonçait moins de grammes de CO2 par kilomètre. C'est dommage parce qu'on a vraiment étouffé un caractère très bon sur ces petites voitures par cette boîte au rapport à l'enjeu. PSA et Toyota n'ont pas été les seuls à faire ça. Renault l'a fait aussi sur le 1,2 litre 16 soupapes qu'on a retrouvé sur la Clio Campus ou sur la Twingo 2. Et même Ford, sur les moteurs EcoBoost, a des boîtes particulièrement longues par rapport à ce qu'elles pourraient être. Finalement, il aurait tout à fait été possible d'avoir des voitures plus efficientes et qui consomment moins dans la vraie vie. C'est ce que les constructeurs ont fait à partir de 2012-2013, en particulier Peugeot avec sa plateforme EMP2. Et c'est aussi ce que font tous les constructeurs aujourd'hui avec l'hybridation légère ou même haute tension sur certains véhicules plus lourds. Alors c'était des bonnes idées et qui ne demandaient à mon avis que d'être exploitées bien plus tôt dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui finalement, depuis que les voitures électriques modernes existent, avec l'arrivée de Tesla d'une part, mais aussi de Nissan et de Renault avec la Leaf et la Zoé, on s'est rendu compte que les voitures électriques étaient d'un agrément bien supérieur aux véhicules thermiques. Autant il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites sur le thermique pour avoir beaucoup d'efficience, autant à mon avis c'est trop tard aujourd'hui pour explorer ces voies d'optimisation et d'amélioration. Même en 2013, une Zoé c'était finalement pas si cher que ça à faire rouler et très confortable à conduire. Alors je vous laisse imaginer 10-15 ans plus tard, la position des véhicules électriques est nettement plus favorable par rapport aux véhicules thermiques, même avec de l'hybridation. La question que je souhaite vous poser, c'est selon vous, est-ce que cette optimisation et ces biais que j'ai évoqués par rapport au cycle d'homologation NEDC, est-ce qu'on peut dire que ça constitue une certaine triche de la part soit des autorités législatives, l'Europe, la Commission européenne, soit de la part des constructeurs automobiles? Est-ce que le fait d'avoir utilisé les failles de ce système d'homologation pour avoir des voitures qui soient homologuées à très peu de CO2 constitue une triche, tout simplement?
Moi, je suis pas sûr. La position des industriels est de répondre aux normes qui leur sont imposées sans plus. Je pense pas que les clients soient vraiment prêts à mettre plus d'argent dans une voiture qui soit plus vertueuse et plus efficiente. Le client est prêt à mettre plus d'argent pour une voiture qui est plus grosse, qui est plus jolie et qui a plus d'équipement. Et c'est ce vers quoi les constructeurs se sont orientés. Alors je suis très intéressé de connaître votre avis. Je vous laisse le mettre en commentaire. Je vous invite aussi à voir ma vidéo concernant les voitures hybrides, qui fait un peu le point par rapport à ces différentes technologies aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil aussi à ma vidéo concernant l'hydrogène et pourquoi je pense que on aura beaucoup moins de véhicules à hydrogène que de véhicules électriques à batterie dans les années qui viennent. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.